Donc, on a perdu quelques joueurs qui continuent de jaser dans le corridor, mais je pense qu'on a les meilleurs qui sont avec nous, qui vont nous écouter. Donc, ben oui, c'est ça. Au cours de la dernière année, j'ai accompagné Numana dans les travaux du comité Espace 4.0. Donc, le livrable final, c'était un rapport. Donc, au sein d'un comité, on avait joint des gens du secteur de la recherche, du secteur privé, gouvernemental. Donc, c'était vraiment important d'avoir une grande représentativité de l'écosystème, en fait, pour mener ces travaux-là. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter un bref aperçu du rapport. C'est sûr que je vous invite à aller le télécharger, le lire sur le site de Numana parce qu'il y a plus d'une 50aine de pages. Donc, c'est sûr qu'en 15 minutes, je ne vais pas tout vous dévoiler, les secrets de ce rapport, mais quand même, je vais essayer d'être assez intéressante pour que vous ayez le goût d'en savoir plus par la suite. Ben justement, il y a tellement de satellites autour de la Terre que la Terre est sous observation constante, puis on peut même dire aujourd'hui que en temps réel, on peut savoir de l'espace tout ce qui se passe sur la Terre. Donc ça devient intéressant de pouvoir cibler des occasions, on collecte des données et de cibler des occasions d'intervenir au niveau terrestre, mais à partir de l'information qui a été récoltée dans le ciel. Puis, à l'heure où on parle de plus en plus de la lutte au changement climatique, ben ça devient vraiment majeur et important de se préoccuper des données spatiales parce que ces données-là vont nous fournir une grande quantité d'informations qui permettent de lutter contre les changements climatiques. On n'a qu'à penser à la hausse des températures, à l'émission des GES, le niveau des océans, c'est toutes des informations qu'on peut récolter à partir de l'espace et qui sont difficiles ou même parfois impossibles à capter directement au sol. Donc, on se retrouve avec une collecte intensive de données, mais pour l'instant, c'est sous-exploité ces données-là, donc on ne peut pas laisser dormir toute cette mine d'informations-là. Donc là, je ne veux pas vous assommer avec tous ces chiffres, là, parce qu'il est quand même rendu dans le milieu de l'après-midi, mais tout ce que je veux, en fait, le message qu'on veut passer avec ces informations-là, c'est que l'industrie de l'espace 4.0 a été identifiée comme une des plus prometteuses dans le monde au niveau de l'économie numérique. On prévoit que cette industrie-là va doubler, tripler même dans les 20 prochaines années. Les chiffres sont quand même très parlants de dire qu'il y a de plus en plus de satellites aussi qui sont lancés, puis on se retrouve même avec des enjeux de trafic dans l'espace. Donc ça, on pourra en reparler tout à l'heure justement pendant le panel. Il y a aussi un écosystème qui est déjà très présent au Québec dans l'industrie spatiale. 33% des emplois du secteur aéronautique, aérospatial canadien sont au Québec et c'est dans des emplois de haute qualité. Donc, on peut penser qu'on a déjà un bassin fertile à ce niveau-là. Il y a aussi Aéro Montréal qui a sorti récemment une cartographie de toutes les entreprises du secteur spatial et sur 178 entreprises, il y en a 43% qui s'intéressent aux applications, produits et services en lien avec les données spatiales. Donc, ça fait déjà quand même un bon bassin d'entreprises qui commence à émerger à ce niveau-là. Mais à quoi ça sert les données spatiales? Quelle application concrète on peut faire avec celles-ci? Donc, on peut penser à estimer l'érosion de la Terre, observer les mouvements des animaux, mieux intervenir ou gérer en cas d'inondation ou de feu de forêt. Puis ça, c'est tous des événements climatiques qui peuvent arriver partout sur la planète. Donc, c'est vraiment le potentiel de l'utilisation des données est planétaire. Puis, juste pour vous donner aussi un autre exemple très, très concret d'utilisation, actuellement, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a des données, il y a des images satellites qui sont prises quotidiennement pour bien suivre le mouvement des populations migratoires, les gens qui vont quitter leur pays, et aussi le mouvement des armées. Donc, c'est un exemple très, très concret de ce qu'on peut faire avec les données spatiales. Donc, Numana a voulu s'intéresser à ce secteur-là en voyant qu'il y avait déjà un écosystème très vivant qui prenait vie.
Il y avait les chercheurs de l'Obvia en 2019. Il y avait eu un événement Humanitech qui avait eu lieu. Et les chercheurs de l'Obvia avaient présenté un pré-rapport, disons. Puis il avait identifié qu'il y avait quelque chose qui se passait, donc il fallait vraiment aller voir plus loin. C'est là que Numana a décidé de mettre en place le comité 4.0. Là, je sais que c'est petit, mais je voulais quand même nommer les gens du comité pour leur rendre justice parce que c'est plus eux qui avaient la matière première et moi, je fais que rendre compte de leurs travaux. Et pourquoi on appelle ça Espace 4.0? Je voulais quand même le mentionner parce que je me suis fait demander souvent pourquoi vous avez pris ce terme-là. Donc, en anglais, on dit c'est le New Space, donc le nouveau marché numérique de l'espace. Et en français, on a voulu franciser, en fait, cette expression-là du New Space pour l'espace 4.0. C'est tout simplement un souci de francisation. Donc, les travaux ont duré environ 1 an. Donc, c'est l'été dernier qu'on s'est réunis pour la première fois, puis on a eu des rencontres à peu près à tous les 2 mois. Finalement, j'ai rédigé le rapport que je vais vous présenter plus en détail maintenant. Donc, le but de ce rapport-là, c'était vraiment de faire un état des lieux pour vraiment venir asseoir ce secteur-là et venir affirmer, hors de tout doute en fait, qu'il y a un potentiel de développement économique pour le Québec avec les données spatiales. On peut penser à la gestion durable du territoire, gestion des ressources naturelles. Il y a aussi des secteurs économiques en forte croissance au Québec qui viennent s'abreuver de ces données-là. On peut penser aux technologies propres ou à l'agritech aussi. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que il y a des industries comme l'intelligence artificielle qui s'abreuvent de données. Les présentateurs, plutôt aujourd'hui, en ont parlé. Donc, toutes ces données-là qui proviennent de l'espace, je l'ai dit, ils ne doivent pas dormir. Bien, l'intelligence artificielle, c'est une force qu'on a au Québec, donc pourquoi pas utiliser ces données pour pousser plus loin les recherches. Donc, qu'est-ce que ça dit, le rapport? On a décliné les conclusions en 3 axes. Premièrement, dans l'axe 1, on vient tout simplement dire qu'il faut reconnaître le potentiel des données. Donc, c'est beau, là, on l'a affirmé, on est convaincus nous-mêmes dans le comité, mais il faut que ça déborde plus largement. Donc, reconnaissons le potentiel de ces données-là et le fait de les transformer en applications vraiment concrètes qui vont pouvoir avoir un impact sur notre société. Parmi les actions qui sont recommandées par le comité, on note de mettre en place une vitrine technologique qui pourrait déjà permettre de communiquer tout le potentiel qui se cache derrière l'exploitation des données spatiales. Ensuite, l'axe 2, donc on va un peu plus loin. Maintenant, il s'agit de faire des ponts entre tous les acteurs. Je l'ai dit dès le départ, il y a déjà un écosystème qui est émergent, des acteurs un peu partout sur le territoire, qui commencent à expérimenter, qui collaborent ensemble, mais il y a lieu d'avoir encore plus de collaboration entre tous ces acteurs-là de l'écosystème pour permettre de le structurer. Donc, pourquoi pas mettre en place des lieux communs d'échange? Donc, déjà aujourd'hui, il y a des discussions qui peuvent se passer, mais ça pourrait être fait de façon plus organisée. Pouvons-nous développer des incitatifs aussi pour encourager la collaboration? Puis, j'ai bien aimé précédemment quand M. Ibrahim de TELUS il a dit « Comme grande entreprise, on veut aussi favoriser l'émergence des startups. » Bien, ça, c'est un exemple aussi. Est-ce que des grandes entreprises pourraient éventuellement favoriser l'émergence de startups dans le domaine des données géospatiales? Donc, ça peut être aussi un exemple, mais il faut que les ponts et les liens puissent se créer entre toutes ces organisations-là. Puis, on parle aussi d'accès aux données. Donc, comment pouvons-nous faciliter, mettre en place des infrastructures partagées pour que le plus grand nombre d'organisations puissent avoir accès aux données? Puis, ça, je ne veux pas non plus faire de scoop, mais je pense que Numana va pousser plus loin cette idée-là d'infrastructures partagées, là, de partage de données. Finalement, on vient dire dans le 3e axe que le Québec doit servir d'exemple, en fait, pour pousser plus loin ce secteur-là. On le dit aussi dans d'autres secteurs d'activité, le gouvernement du Québec devrait devenir
consommateur et le premier client de plusieurs applications développées par nos jeunes entreprises d'ici pour pouvoir les encourager à percer le marché. Puis, bien, c'est ça aussi, un premier contrat avec un gouvernement, c'est extrêmement porteur pour les entreprises. Ensuite, ça leur fait vraiment une carte de visite pour aller à l'international. Présentement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises québécoises qui doivent aller faire leurs preuves ailleurs à l'international avant de percer au Québec. Donc, pourquoi on pourrait renverser la vapeur? Je crois que ça serait encore plus valorisant pour elles. Puis, on a noté des exemples de gouvernements qui ont déjà mis en place des politiques publiques en ce sens-là. Par exemple, au Royaume-Uni, on a vraiment nommé le secteur des données spatiales comme prioritaire. Donc, je pense qu'on peut emboîter le pas, nous aussi, pour éviter de se retrouver derrière. Puis, on a déjà l'expertise ici, comme je le disais. Aussi, bien, au niveau du gouvernement du Québec, on sait que les zones d'innovation qui sont en développement, donc ça pourrait probablement devenir des lieux pour favoriser les échanges et maximiser les retombées. Des lieux de convergence, en fait, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Je vais vous présenter plus particulièrement une des recommandations du comité. En fait, ce qu'on propose, c'est que le gouvernement du Québec organise des pitch days. Donc, le gouvernement fasse des appels, propose ses défis et ses problèmes et fasse appel aux membres de l'écosystème, de la communauté pour venir trouver des solutions. Donc, renverser la vapeur aussi à ce niveau-là, au lieu que ce soit les entreprises qui soient en train de demander constamment des rencontres avec les ministères, bien, pourquoi ne nous concertons pas, que le gouvernement se concerte et propose des défis à relever aux entreprises pour les mettre en action. Puis, bien, inévitablement, je pense que ça favoriserait aussi la collaboration, donc on atteindrait plusieurs objectifs de cette façon-là. Mais tout n'est pas rose non plus. On a identifié certains défis. Donc, le principal défi, c'est l'accès aux données. Présentement, ce qu'on assiste, bien oui, il y a plusieurs satellites, mais il y a des informations qui sont captées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, plein de fois, en double, en triple. Il y a de la redondance dans les données. Il y a peut-être des données qui pourraient être partagées entre des entreprises et des organisations qui ne le sont pas actuellement, des données qui demeurent privées et d'autres qui devraient être rendues publiques. On sait que c'est quand même, le gouvernement du Québec a déjà fait des pas dans ce sens-là, puis pour ceux qui étaient là avant l'heure du dîner, Marie-Chantal Chassé en a fait mention justement que le gouvernement du Québec veut favoriser les données ouvertes. Mais je pense qu'il faut vraiment accélérer à ce niveau-là parce que c'est un sujet qui a été maintes fois mentionné au cours des travaux du comité. Puis aussi, un défi qui est peut-être un peu inusité, mais en fait, c'est de faire connaître aux entreprises potentiellement clientes qui pourraient venir s'abreuver des données spatiales. Il faut leur faire connaître qu'elles ont besoin de ces données-là. Parce que présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont aller faire des repérages physiques sur le terrain, alors que l'information est disponible de l'espace et qu'ils n'auraient pas besoin de se déplacer sur le terrain. Donc, mais il faut quand même que les entreprises soient conscientes que ça existe, cette possibilité-là. Donc, on se retrouve dans un domaine qui est tellement nouveau qu'il y a quand même des explications à donner, mais on est convaincu que le potentiel est là puis est vraiment porteur. Donc, finalement, ce rapport-là, c'est une sorte d'appel à l'action, en fait, qu'on veut faire pour qu'on reconnaisse que les données spatiales, c'est vraiment un potentiel, une mine d'or, d'informations, puis ça a un potentiel économique, de croissance économique pour le Québec, de venir se positionner sur l'échiquier mondial, même parce que toutes les solutions qui sont développées ont un potentiel d'exportation incroyable. Donc, il y a déjà des investissements au Québec en intelligence artificielle, en sciences de données. Donc, tablons sur ces investissements-là pour qu'ils puissent propulser d'autres secteurs d'activité encore plus loin. Puis, on sait qu'il y a une croissance fulgurante, puis on ne connaît même pas encore toutes les possibilités. Donc, je pense que c'est le temps d'aller creuser pour voir plus loin tout ce qui se passe. Donc, l'écosystème est là. Il faut juste que quelqu'un prenne le lead pour pousser plus loin l'impulsion.
Je pense que si tous les acteurs se parlent et vont plus loin, bien, il y a un potentiel à ce niveau-là. Et peut-être une autre chose à souligner par rapport au Québec également, il y a Aéro Montréal, donc il y a l'aéronautique et le spatial, mais l'idée de plus en plus de croiser des données qui viennent pas seulement du spatial, mais avec des données soit aériennes ou terrestres, c'est un champ absolument inimaginable de potentiel de solutions et de nouveaux services, des nouveaux produits à valeur ajoutée qu'on ne peut même pas soupçonner, mais que d'autres, certainement en Europe, aux États-Unis, investissent pour ce croisement-là, puis pour développer des startups et créer un écosystème, puis donner l'infrastructure, puis créer l'environnement propice à l'innovation en intégrant les données spatiales. Je rajouterais là-dessus, Lucie, peut-être avec un exemple qui est sur ce que Jean-Denis expliquait aussi. Donc, notre deuxième constellation, prévue pour 40 satellites hyperspectrales d'observation de la Terre. Ça, c'est plusieurs bandes d'observation de la lumière, visible ou invisible, avec une fréquence où on voit à peu près chaque partie de la Terre à une fréquence entre quelques jours. Donc, à terme, c'est ça la constellation. Pour faire le lien avec la bibliothèque qui est accumulée à ce moment-là, devient, après quelques années, un historique de ce qui s'est passé sur Terre, de la qualité des forêts, de l'évolution, de ce qu'une saison a pu provoquer sur un gène d'arbres ou sur les feux de forêt qui ont été provoqués cette saison-là, où là, avec la répétition, comme vous le dites, on ne sait même pas, on ne peut pas encore soupçonner tout ce que l'on va découvrir, ou que ce soit en agriculture ou dans la qualité de l'eau, etc. Et c'est ça qui est fascinant, où là, on n'est plus dans le spatial, on n'est plus nécessairement seulement dans le traitement de la donnée, mais à un intersectoriel, puis à un nouveau secteur où on va créer toutes sortes de richesses. Si on réussit à se positionner pour être les champions dans ce domaine, comme on le peut. C'est ça, en fait, c'est comme de s'abreuver de ce que l'observation de la Terre, les données d'observation de la Terre nous fournissent pour pouvoir mieux prendre des décisions pour notre futur ici au sol. Oui. C'est un peu ça. Là. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? C'est un très bon point, cet aspect évolutif puis de prise de snapshot à des moments différents dans le temps. Parce que quand on pense, les États-Unis ont quand même été pionniers quand ils ont eu les premiers satellites Landsat, et ils avaient décidé dans les années 70 de mettre toutes les données à disposition aux chercheurs pour les travailler, pour que les chercheurs prennent l'habitude d'extraire des informations puis d'y ajouter de la valeur. La qualité de l'eau, il y a des questions des fois de sécurité nationale, donc de pouvoir avoir ces images pour voir l'évolution, qu'elle soit positive ou négative, c'est vraiment un grand atout pour les gouvernements, pour les prises de décision et pour remplir les mandats des différents ministères. C'est ça, on voit, c'est l'intersectorialité aussi, donc les ministères devraient travailler ensemble. Il y a beaucoup de liens, je pense, à avoir à travers tout ça. Là. Puis, c'est ça, on voit, on a plein d'opportunités là, qu'on identifie, puis on n'arrête pas de dire c'est beau, c'est merveilleux, mais par où on commence pour donner l'impulsion? C'est quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ça serait sur quel sujet il faudrait axer plus pour que ça donne une impulsion? Là? C'est une grande question. Hein? Je laisse Lucie aller en premier. On en a parlé un petit peu avant le début du panel. Moi, encore une fois, je viens au secteur spatial avec une approche non technique. Donc, je dirais qu'il y a deux choses qui, pour moi, seraient importantes. La première, c'est d'avoir une plus grande sensibilisation au niveau du public et aussi du gouvernement. Ça peut se faire par des conférences comme on le fait aujourd'hui. La gouvernance des données aussi, comment ça s'organise? Hein? Bien, la gouvernance des données, c'est une autre chose, je peux y arriver. Mais si je peux juste finir sur la gouvernance spatiale, c'est puis il y a différentes mentalités terrestres et des écoles de pensée européennes et américaines, pour caricaturer. Mais on voit dans l'américaine un Elon Musk
qui profite du fait que il a le droit de lancer des centaines et des milliers de satellites. Il le fait, il s'approprie les meilleures orbites. Il en a lancé 2500 juste depuis que moi j'ai joint NorthStar, depuis 4 ans. Et il a pris des licences pour en lancer 42 000. Donc, il y en a 9 000 qui ont été lancés depuis Sputnik. Donc, il y a un flou, il n'y a personne qui a l'autorité de l'empêcher de faire ça. Il en profite. Je généralise, mais et je caricature, mais on est en train de populer tout ça, les orbites spatiales, avec évidemment les Chinois et les Russes qui font ce qu'ils ont à faire de leur côté. Puis avec les Nations unies qui ont un régime qui date des années 60, alors qu'on est en pleine guerre froide, puis en ce moment, il n'y a personne qui a vraiment intérêt à changer ça, ce qui laisse un peu le droit à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Il faut que je réponde à ça. Je dirais, c'est sûr que le système international a été développé à un moment où il y avait la guerre froide, mais il y a quand même, ça marche quand même assez bien depuis 60 ans. Une chose dans le secteur spatial qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des graves problèmes d'interférence. Et on ne peut pas juste se placer son satellite où on veut sans nécessairement causer de l'interférence. Il y a quelque chose qui s'appelle l'UIT qui gère la fréquence des satellites. Donc ça, c'est une représentation gouvernementale, mais aussi les industriels participent à ces décisions-là. C'est sûr qu'il faudrait, au niveau international, repenser ou revitaliser les traités, parce que la chose qui a changé fondamentalement, c'est l'augmentation du nombre d'acteurs qui agissent. Maintenant, avant, ce n'était que des gouvernements. Pendant longtemps, c'était les États-Unis et l'Union soviétique. Après, il y a eu des gouvernements qui se sont ajoutés, puis maintenant, il y a une explosion du côté du secteur privé. Alors, c'est sûr qu'il y a des réformes à faire, il faut repenser, mais il y a quand même des législations. Je ne pourrais pas m'aventurer aussi loin et de dire qu'on lance à peu près n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des licences que les gouvernements émettent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque gouvernement est responsable pour les activités spatiales de ses citoyens, que ce soit des citoyens, des individus ou que ce soit des corporations. Donc, si jamais une corporation crée des dommages à un niveau tel, c'est le gouvernement d'enregistrement de cet engin-là qui va aussi être responsable. Donc, il y a quand même des jeux, mais c'est sûr qu'il faut moderniser. Moi qui suis avocate et qui suis beaucoup les discussions dans des forums plus spécialisés, c'est sûr qu'il y a des perspectives très différentes. Donc, c'est un moment, le fun pour être dans la législation spatiale. Mais justement, si on a parlé de la gouvernance de l'espace, mais la gouvernance des données qui sont récoltées, comment ça s'organise? Présentement, c'est chacun pour soi ou? Oui. Il y a une loi au Canada qui est plutôt axée sur la sécurité nationale quand on parle d'observation de la Terre, là, pour s'assurer de ce qu'on voit, puis à qui on transmet ou on n'a pas le droit de transmettre ces données-là si on a un opérateur canadien, donc certains pays avec lesquels on a des conflits. Mais au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de règles auxquelles on est soumis en tant que tel. Il y a aussi, j'ajouterais que, par exemple, dépendant du pays qui lance le satellite, on peut avoir une politique de distribution qui diffère. Si c'est un satellite pour des fins de recherche ou scientifiques, à ce moment-là, les données peuvent être partagées parmi les scientifiques pour une période de temps limitée, à peu près de 6 mois, normalement pour permettre d'analyser, d'extraire des informations, d'écrire des articles, puis ensuite elle est plus généralisée. Il y a certaines données qui, si c'est des satellites du secteur privé, bien, il faut les payer, les données, c'est clair, il y a une grille tarifaire, et puis on va sur le site web et puis on dit on a besoin de prise telle date, telle photo, et puis on a le prix. Il n'y a aucune loi qui
empêche de circuler au-dessus et de prendre des photos. Ça, c'est peut-être important de le souligner. Mais la gestion des données, ça dépend beaucoup qui lance le satellite et ça dépend beaucoup de l'utilisation ultime. C'est pour des fins plutôt environnementales, scientifiques, où là, on est plutôt dans le partage des données de façon plus ouverte et transparente. Peut-être un dernier point en lien avec ça. Oh, le temps file, mais oui, un dernier point. Rapide, parce que ça a été évoqué un petit peu plus tôt, le conflit en Ukraine. Moi j'ai trouvé ça fascinant en novembre que sur la première page du New York Times, on met des images qui venaient de Maxar, qui a des satellites d'observation de la Terre, et que ce soit déclassifié pour démontrer à la face du monde ce que Biden et d'autres dirigeants américains disaient depuis des semaines, mais que personne, et même Macron et d'autres disaient, on n'y croit pas trop. Et là, ils se sont servis de ça en déclassifiant de l'imagerie commerciale. Et sûrement qu'ils en ont des meilleurs que ça, qu'ils gardent pour eux. Mais le fait qu'ils avaient une source commerciale comme ça pour un peu démontrer, prouver à la face du monde, j'ai trouvé ça super fascinant et intéressant dans un moment dramatique. Bien, ça permettait de frapper l'imaginaire, en fait, là, de rendre plus concret. Puis je pense on va terminer là-dessus, mais je pense que c'est l'enjeu de rendre plus concret toutes les applications et le potentiel des données. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures. Donc, on n'a même pas eu le temps de faire tout le tour des questions, mais vous irez voir nos panélistes dans la salle. Donc, merci beaucoup, votre générosité et votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci.